ce dont il va être question aujourd'hui dans ma présentation, c'est le fjord du Saguenay. Le fjord du Saguenay qui est menacé par des projets industriels, des projets d'industrie lourde. Il y a un projet sur la rive nord de la construction d'un port pour l'exportation de matières minières. Ce projet-là est associé à une mine qui s'appelle le projet Ariane Phosphate, que vous avez peut-être entendu parler, mais c'est un projet qui est beaucoup associé au plan Nord. Mais ce dont il va être question beaucoup ici avec la présentation, c'est d'un autre projet de port qui est juste de l'autre côté de la rivière Saguenay. Là, ils sont vraiment voisins, ils veulent créer un autre port juste de l'autre côté, vis-à-vis, ils sont vraiment face à face. C'est le projet d'exportation de gaz naturel liquéfié Énergie Saguenay. Et avant d'expliquer c'est quoi ce projet d'exportation de gaz naturel liquéfié, je pense que la bonne marche à suivre, c'est d'abord vous présenter le fjord du Saguenay, qui est la zone menacée par ces projets industriels-là, qui est une zone, qui est un secteur écologique fabuleux et qui nous, finalement, nous motive à vouloir le défendre et à donc combattre ces projets d'exportation industrielle. Donc, le fjord du Saguenay fait l'objet d'une protection. Il y a une aire protégée dans le fjord du Saguenay, qui s'appelle le Parc marin Saguenay-Saint-Laurent. C'est la seule aire marine protégée au Québec. Il y a environ un peu plus de en fait, à lui seul, il compose 1% des aires marines protégées au Québec. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'à lui seul, c'est ça, le gouvernement a pour objectif de protéger 10% de son territoire marin. Et en ce moment, grâce à ce parc marin-là, on est à un peu plus d'1%. Okay? Donc, mais vous comprenez que pour atteindre le 10% là, qui est prévu en 2020, passer de 1% à 10%, il va falloir en créer d'autres de ces aires marines de protection. Mais pour l'instant, le seul qu'on a, c'est le parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Et il est protégé pas pour rien. En fait, il comporte une biodiversité assez exceptionnelle à cause de la présence de nutriments apportés par le mouvement des marées, etc., qui remontent jusque dans le fjord du Saguenay, et qui en fait un lieu de rendez-vous important pour les mammifères marins, plusieurs cétacés, dont certaines en voie de disparition, dont certaines, et plusieurs en fait, dont ont un statut d'espèce en péril. Un de ceux-là, c'est le rorqual bleu, qui est le plus gros animal ayant existé sur Terre. Il fait à peu près 30 mètres de long. À une certaine époque, ces grands mammifères marins-là peuplaient quand même de façon importante. Il y avait une population de plusieurs milliers de rorquals bleus en Atlantique Nord. Il y a eu une chasse intensive depuis le 19e siècle contre ces mammifères marins-là pour en faire de l'huile à l'encre, par exemple. Il y a eu ensuite, en 1955, c'est ça, 1955, il y a eu une réglementation qui interdit la chasse du rorqual bleu. Et malgré tout, on n'observe pas d'augmentation des populations. Les populations continuent à décliner. Donc aujourd'hui, on est rendu à des populations d'environ 300 individus de rorqual bleu. Et certains de ces individus-là viennent visiter notre fjord du Saguenay, le parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Et donc, ce rorqual bleu-là fait l'objet d'une protection parce qu'il est sous l'égide de la loi sur les espèces en péril, parce qu'il a un statut d'espèce menacée au Canada. Le second important animal avec un statut précaire, c'est le beluga du Saint-Laurent, qui fait beaucoup parler de lui, entre autres, à cause d'un projet qui avait lieu à Capuna. Je suis certain que vous êtes tous au courant. Donc, le beluga, lui aussi, fait l'objet d'une protection. Il est interdit de le chasser depuis plusieurs années. À une certaine époque, on pouvait en retrouver jusqu'à 10 000 individus dans le Saint-Laurent. Et aujourd'hui, on en compte à peine plus de 800, puis le déclin s'accentue chaque année.
Outre ces deux espèces iconiques là, du parc marin Saguenay-Saint-Laurent, il y aurait, en fait, il a été répertorié jusqu'à une trentaine d'espèces qui ont des statuts précaires dans le parc marin Saguenay-Saint-Laurent, et particulièrement, ben pas particulièrement, mais incluant la zone où le port méthanier est prévu. Donc une trentaine, c'est quand même beaucoup. On parle entre autres du garrot d'Islande, je peux vous en parler, le pigard à tête blanche, il y a certaines espèces de chauves-souris, il y a énormément de chauves-souris dans notre coin, chauves-souris argentées, etc. Toutes des espèces qui habitent le territoire sur lequel est projeté le projet et qui sont menacées de disparition. À cause de cette... En fait, donc on comprend bien qu'une aire protégée a pour mission de protéger sa biodiversité. Et certaines mesures ont été développées pour protéger ces espèces-là, incluant le rorqual bleu et le beluga. Parmi elles, il y en a deux importantes, dont les marins, les conducteurs de bateaux ont l'obligation de respecter. Premièrement, ils doivent garder une distance de 400 mètres avec les populations de beluga quand ils naviguent dans le parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Même chose pour le rorqual bleu. Donc, ils doivent garder une distance de 400 mètres. Et vous comprenez que sur papier, c'est beau, en théorie, c'est beau, mais quand tu as un méga navire méthanier, un navire citerne, comme il est prévu d'en avoir dans le code d'Énergie Saguenay, un navire qui fait 300 mètres de long, 45 mètres de large, dans un fjord qui fait à peu près 1 km de large, difficile à croire que le navire va faire du slalom pour éviter les belugas qui nagent finalement dans le fjord de Saguenay. Mais bref. Légalement, ils ont l'obligation de contourner, d'éviter à distance de 400 mètres ces populations-là. Moi, je vais tout de suite avec ma deuxième, puis je te reviens. La deuxième restriction qu'ils ont à respecter, c'est une restriction dans ce cas-ci de vitesse. Ils doivent respecter une vitesse de 10 nœuds qui équivaut environ à une quarantaine de kilomètres/heure. Donc, ça se résume à ça en ce moment. La protection dont fait l'objet ces espèces-là dans le parc marin Saguenay-Saint-Laurent se résume à ça. Maintenant, le statut du beluga a changé. Il est maintenant passé de l'espèce menacée à l'espèce en voie de disparition. Et de ce changement de statut-là, le gouvernement canadien va avoir l'obligation de définir un habitat essentiel à l'espèce du beluga. Et une fois ça défini officiellement et décrété officiellement, le gouvernement va avoir l'obligation d'étudier chaque projet qui ont lieu dans cet habitat-là et de s'assurer, et même jusqu'à refuser si un projet menace finalement cette espèce-là qui est maintenant protégée par la loi. Moi, c'était Ariane Phosphate. L'autre bord, le projet est autorisé. Il n'y a pas un autre port qui va se faire pour, avec des gros bateaux, exporter du minerai. C'est ça, j'en ai mentionné au début. Lui est encore en fait, les deux projets, celui d'Ariane Phosphate et Énergie Saguenay, sont en ce moment dans le processus d'évaluation environnementale canadien. Dans le cas d'Ariane Phosphate, il est encore plus avancé. Ça fait plus longtemps que le projet a démarré, a commencé les procédures. Dans le cas du projet d'Ariane Phosphate, ils sont en consultation publique. Dans le cas d'Énergie Saguenay, ils sont l'étape juste avant, c'est-à-dire les promoteurs sont à la rédaction de l'étude d'impact environnemental. Chose qui peut prendre entre 1 an jusqu'à peut-être qu'à 2-3 ans. Donc ça fait pas encore 1 an qu'ils ont commencé cette étape-là. Donc on aurait peut-être un répit d'au moins 1 an avant d'entamer la prochaine étape dans le cas d'Énergie Saguenay, qui est les consultations publiques. Ça, c'est le processus fédéral. Maintenant, ils auront l'obligation, en fait, l'obligation n'est pas le bon mot, mais normalement, ils devront aussi passer à travers le processus québécois. Je dis que l'obligation n'est pas le bon mot, et ça, c'est assez récent, là. C'est le Devoir qui a écrit un article là-dessus, c'est Alexandre Scheer, parce qu'il y a eu un jugement de la Cour supérieure, parce qu'il y a un projet à Québec, à Lévis, il y a des raffineries à Lévis, puis là, il y a une compagnie qui veut installer des réservoirs de pétrole supplémentaires. Et
ils ont passé à travers le processus canadien d'évaluation. Suite à ça, ils ont entamé le développement du projet sans avoir passé à travers le processus québécois, donc incluant le BAP. Là. Donc, selon la loi sur la qualité de l'environnement, ils auraient dû faire une demande auprès du BAP. Or, eux, ils ont dit, en fait, ils ont défendu la thèse comme quoi, étant donné que les ports de juridiction fédérale, ils n'ont pas l'obligation légale de se soumettre à la législation québécoise, donc à passer l'évaluation du BAP. Et ils sont allés en cours pour défendre cette thèse-là. Le Québec s'est défendu pour exiger un BAP. Et la Cour supérieure a donné raison à la compagnie. Ce qui, là, a installé une jurisprudence somme toute inquiétante, là, entre autres pour des projets comme à Énergie Saguenay, parce que si Énergie Saguenay dit, regardez, eux autres n'ont pas eu à passer l'évaluation québécoise, ils ont juste eu à passer l'évaluation canadienne, ben, pourquoi nous, de façon volontaire, là, on exigerait de nous de passer à travers le BAP. D'accord? Ça, c'est légalement, là, mais ils savent très bien que pour l'acceptabilité sociale est importante pour eux et que passer à travers le BAP va, disons, plaider en leur faveur auprès de la population. Donc, jusqu'à maintenant, ils prétendent ou ils ont manifesté l'intention de soumettre la demande auprès du BAP. Donc ça, c'est le fjord. Le fjord, c'est ça, le parc marin Saguenay-Saint-Laurent a été créé en 1998. Il y a plusieurs espèces à Satuplica qui y habitent. Une étude de faisabilité pour inclure le fjord à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'étude en a conclu que le fjord avait tous les atouts culturels et naturels pour faire partie de cette liste-là. Et depuis, il y a un comité qui a été créé pour faire cheminer ce projet d'acceptation du fjord dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Puis aujourd'hui, en 2016, ce projet-là est devant une commission canadienne. Parce que là, avant de faire accepter le projet devant l'UNESCO, il faut le faire accepter devant le gouvernement du Canada. Et on est rendu à cette étape-là. Mais tout ça pour dire que le fjord, quand même, fait l'objet d'un potentiel important là, au niveau culturel et naturel. Et qu'il ne fait aucun doute, selon moi, qu'il y a un conflit d'usage entre la construction de ports industriels dans une zone candidate à un patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a un conflit d'usage qui est comme flagrant, parce que d'autant plus que si les projets sont construits avant l'adoption, je veux dire, notre projet perd de la valeur, puis vice-versa. En tout cas, il y a un conflit d'usage. Fait que ça, c'est pour le fjord. Est-ce qu'il y a des questions quant au fjord du Saguenay? Parce que sinon, je passerai tout de suite au projet Énergie Saguenay et en quoi, selon moi, il pose problème à l'intégrité écologique naturelle du fjord du Saguenay. C'est une zone, on en convient, extraordinaire. Le port d'Énergie Saguenay, il faut comprendre, c'est un projet d'investissement. En fait, c'est deux firmes d'investissement américaines qui investissent dans le projet, là, qui ont créé le projet Énergie Saguenay. Deux firmes californiennes, Freestone International puis Breyer Capital. Dans le cas de Freestone International, c'est un gars, Jim Ilitch, okay, un ingénieur là, qui a fait fortune parce qu'il était cadre de la compagnie d'ingénierie Bechtel. Bechtel, qui est une compagnie d'ingénierie un peu scrupuleuse, qui est impliquée entre autres là, dans la guerre en Irak, là, ceux qui ont lu Naomi Klein, la théorie du choc. La théorie du choc, oui, la théorie du choc, il y a une question entre autres de Bechtel dans son livre. Et donc, cet homme-là a créé sa firme d'investissement, sa firme capitale, qui s'appelle Freestone International. Il s'est joint à une autre firme d'investissement qui est Breyer Capital, celui-là fondé d'un autre Jim, le Jim Breyer, qui lui surtout impliqué dans Silicon Valley, des partenariats avec Facebook. Mais donc on comprend bien là, que ces deux bonhommes là, en Californie qui ont peut-être aucune idée des réalités locales,
qui voient une opportunité d'affaires avec la situation géopolitique du marché du gaz. J'en reparlerai tantôt de cet aspect-là, mais il y a eu une opportunité, puis ils ont décidé d'investir dans ce projet-là. Et de la façon qu'ils ont fait ça, ils ont créé un consortium qui a été enregistré encore une fois aux États-Unis, au Minnesota, qui s'appelle UB Capital. Et eux, comprenez-vous, c'est la finance, hein, c'est des liens comme ça. Eux ont créé le visage québécois du projet qui s'appelle GNL Québec, qu'eux ont pignon sur lui ici à Saguenay, sur le boulevard Saguenay. C'est la fois qu'on aille leur rendre visite à mon hein? C'est quoi sur la rue des Saguenay? Ouais, c'est ça, j'ai dit boulevard au lieu de rue, là, mais... La rue des Saguenay, boulevard Saguenay, c'est deux endroits différents. Ah, mais j'ai dit Saguenay. Ah, boulevard Saguenay, ben, rue Saguenay, exactement. C'est proche du centre d'achat. Ouais, exact. En face, le du côté du bureau du député, ça s'appelle. Ouais, Député fédéral. Et donc c'est ça, on comprend bien que ces compagnies-là ont créé ce visage québécois, cette entité québécoise-là, qui eux ont le mandat de faire cheminer le projet à travers les processus d'évaluation environnementale, mais aussi à travers les processus, on pourrait dire ça comme ça, là, mais d'acceptabilité sociale. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'une fois eux ont produit les dossiers, toute la paperasse, qui ont passé à travers ces étapes-là, ils vont aller solliciter des investisseurs potentiels pour que eux, finalement, investissent dans un projet qui est présenté, qui aurait une valeur de 7 milliards de dollars. En fait, qu'il y aurait un projet de 7 milliards de dollars d'investissement. C'est énorme. C'est énorme. Sans compter le Léoduc. Oui, mais c'est ça, j'arrive parce que le projet Énergie Saguenay comprend plusieurs composantes. Ça ne se résume pas à une usine de liquéfaction. Il y a ce gazoduc-là de 650 km qui irait se brancher sur le réseau canadien de gazoduc en Ontario. Parce que le réseau canadien de gaz, là, il est tout mélangé. La production de gaz naturel s'en va tout dans le même réseau, puis tout se mélange dans ce réseau-là. Puis après ça, les autres vont aller se plugger là-dessus en Ontario et faire un gazoduc de 650 km jusqu'à Saguenay pour approvisionner l'usine de liquéfaction. L'usine de liquéfaction est le deuxième aspect là, de ce projet-là. Il serait installé à Grand-Anse, donc sur les rives du fjord du Saguenay. Parce que ce gaz-là, il est à l'état gazeux, mais pour le transporter, pour le transborder dans un navire citerne, ils doivent le liquéfier. Et pour ce faire, ils le liquéfient, ils doivent le réfrigérer en fait à moins 162 degrés Celsius. Donc on comprend que c'est un processus très énergivore là, à faire. Et d'ailleurs, qui comporte toutes sortes de rejets. Il y a toutes sortes de résidus industriels qui en découlent. Parce que quand tu liquéfies le gaz, les différents gaz ont différentes températures de liquéfaction. Là, donc tu vas avoir des gaz qui vont rester, des gaz résiduels qui vont rester. Parmi ceux-ci, tu as du sulfure d'hydrogène qui est un poison, qui est vraiment reconnu comme un poison dangereux. Tu as du CO2. Tu as toutes sortes de gaz volatiles organiques comme le benzène, le toluène. Plusieurs de ces gaz, tu as aussi de l'oxyde de soufre, qui est le principal gaz impliqué dans les pluies acides. Puis certains de ces gaz-là vont être brûlés à la torchère. Donc on comprend, la torchère, ça aussi émane des polluants. Aussi ça crée une pollution lumineuse. Mais certains sont carrément rejetés dans l'atmosphère. C'est le cas des oxydes de soufre là, impliqués dans les pluies acides. Donc il y a tout ça qui est peu discuté, là, mais il y a des polluants, il y a des contaminants atmosphériques qui découlent de ce processus de liquéfaction. Là. Donc tu as l'usine de liquéfaction qui nécessite énormément d'énergie et c'est là un autre des composantes. Le projet inclut une nouvelle ligne à haute tension pour approvisionner en électricité cette usine de liquéfaction, une ligne de haute tension qui ferait 40 km, qui reste branchée sur le réseau d'Hydro-Québec. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pourquoi ces investisseurs-là viennent chez nous. C'est à cause du prix bon marché de notre électricité qu'on est prêt ici à vendre pour des peanuts au tarif L, donc au tarif des aluminos.
Hein, c'est pas pour nos beaux yeux, là. Ils viennent entre autres parce qu'on donne presque littéralement notre électricité, puis ils souhaitent bénéficier des mêmes avantages que les alumineries de la région. C'est entre autres pour ça qu'ils viennent, c'est surtout pour ça qu'ils viennent. Donc ce projet-là inclut une ligne à haute tension, puis ensuite, évidemment, il y a tout l'aspect portuaire, donc il y aurait une jetée portuaire qui serait construite sur les rives du fjord. Et évidemment, tu as le transport, le trafic maritime. On parle d'un trafic de 4 à 5 navires par semaine qui ferait l'aller-retour dans le fjord de Saguenay. C'est des méga navires méthaniers, des méga navires systèmes qui font, je le disais, 300 mètres de long, 45 mètres de large. C'est le navire du type Q-Flex qu'ils appellent. Ce bémol, c'est qu'en période de navigation, il va y avoir plus que 3 à 4 navires par semaine, il va y avoir là par jour. Parce que pendant l'hiver, il n'y a pas de bateau qui est. Donc, c'est une moyenne. C'est une moyenne, exactement. Puis Ariane Phosphate, c'est combien de bateaux qui rentrent pour Ariane Phosphate? Hein? Environ la même chose. Environ, ouais, ça veut dire qu'il y aurait environ 10 gros bateaux, même peut-être 15 par jour, par semaine. On ne sait pas qui va faire le trafic des navires. Il y a ceux-là de Rio Tinto, les ralliers. Là, actuellement, il n'y a pas d'organisme qui fait le trafic des navires. Et les super méthaniers, ils ont priorité absolue sur tous les autres. Alors, on ne peut pas les croiser dans un chenal. Un chenal, c'est 2 km de large. Et puis, il n'y aura pas 2 km de large. Donc, alors, on ne peut pas les suivre ou les précéder de 1,8 km. Puis même, il y a des endroits que c'est 8 km en France, il y a un endroit qui ont établi que c'était 8, puis ça, c'est un organisme international qui s'appelle SIGTO, c'est le Society of International Tank and Tankers Operators, le SIGTO, qui établit ces normes-là, mais les entreprises n'ont pas l'obligation de les suivre, ce ne sont pas des normes nationales, c'est des normes privées. Puis il y a combien de bateaux déjà pour l'Alcan qui rentrent, mettons? Je n'ai pas ces informations-là. Mais en ce moment, le chiffre que j'ai, je pourrais te donner, c'est qu'il est calculé qu'il y a environ 91 000 passages de bateaux sur le fjord par année. 91 000. Évidemment, on inclut les bateaux de plaisance là-dedans. Les gros mais on comprend qu'il y a déjà... L'écosystème est quand même très sollicité par le trafic maritime. Actuel déjà. Les croisières, ils veulent en avoir de plus en plus encore. Ben c'est ça exactement. Fait que là, on observe une intensification des usages industriels maritimes du fjord. Puis là, à un moment donné, c'est ça, il y a un conflit d'usage qui apparaît entre la mission de protection de la biodiversité du parc marin Saguenay-Saint-Laurent puis, disons, l'utilisation industrielle du fjord. Donc, il est déjà très sollicité. Je pense qu'on est déjà rendu à un niveau de sollicitation très importante. Puis là, on a 2 méga projets comme ceux-là qui se présentent. Puis évidemment que là, on risque d'endommager l'écosystème sérieusement. Projet. Liquéfaction, je regarde mes notes un peu, oui. Et c'est ça. Donc il y a ce projet-là qui se présente. Et il n'est pas le seul. Il y a un projet de gaz naturel liquéfié qui se présente ici à Saguenay. Il n'est pas le seul. Loin de là, il y en aurait une vingtaine dans les dernières années de projets de liquéfaction, d'exportation en fait de gaz naturel liquéfié qui se présentent un peu partout au pays, mais en fait surtout en Colombie-Britannique. En fait, le 3/4 de ces projets-là sont en Colombie-Britannique. Au Québec, sur la côte est, au Canada, il y en aurait 4-5, dont un Canaport au Nouveau-Brunswick, un autre Bearhead en Nouvelle-Écosse. Il y a d'autres projets. Donc il y a une espèce de bulle une bulle financière autour de ces projets d'exportation-là. Je vais expliquer pourquoi. Mais avant, c'est ça. Il n'y a aucun port en ce moment qui fait de l'exportation de gaz naturel liquéfié pour l'instant. Ce qu'on a au Canada, par contre, on a des projets d'importation de gaz naturel liquéfié. Le projet Canaport au Nouveau-Brunswick en est un. Parce que au début des années 2000, le Canada n'était pas un exportateur de gaz naturel, il était un importateur. Et c'est à cette époque-là, d'ailleurs, qu'on a vu apparaître des projets
d'importation, dont le projet Rabaska sur les rives de Lévis, qui a suscité une forte mobilisation citoyenne, parce que les gens craignaient, entre autres pour leur sécurité. Ces installations-là ont des potentiels explosifs importants, j'en parlerai tantôt, mais il y avait eu une forte mobilisation. Ça avait été une des très grosses mobilisations en matière d'environnement que le Québec avait connue à cette époque-là. Et le projet, finalement, est mort. Le projet ne s'est jamais concrétisé parce que, entre autres, il était en concurrence contre d'autres projets qui se présentaient dans les Maritimes. Et c'est finalement le projet Canaport au Nouveau-Brunswick qui a gagné, en guillemets, mais aujourd'hui, le projet est à toute fin inutile. C'est un grand éléphant blanc. Il existe, là. Le projet a été construit, mais là, entre-temps, il est arrivé ce qu'on appelle la révolution des gaz de schiste. Et le Canada n'est plus en fait, non seulement il n'est plus un importateur, mais on a des surplus de gaz naturel à cause de cette nouvelle technologie-là. Et maintenant, les besoins sont l'exportation de gaz naturel. Et malheureusement, c'est pas un port de liquéfaction. Réfrigérer le gaz, c'est pas les mêmes installations que défrigérer le gaz. Fait que là, le port de Canaport, il sert pratiquement à rien, c'est un grand éléphant blanc. Et là, il y a eu, c'est ça, il y a un projet en fait qui est sur la table là-bas pour convertir le port qui était d'importation vers un projet d'exportation. En 2007, il y avait un projet aussi d'importation de gaz ici à Fort-Saint-Denis. Ah ouais? Bon, tu même chose aussi gros que Rabaska. Ouais, bon, tu vois. Ouais. Puis là, c'est l'inverse. Il y avait eu, c'est une espèce d'engouement, une espèce de bulle financière pour l'importation, mais aujourd'hui, la bulle s'est inversée. Et c'est ça, et la même situation qu'à l'époque, tous ces projets de ports méthaniers-là sont en concurrence les uns envers les autres. Et là, on observe une espèce de bulle financière autour de ces projets d'exportation-là, qui est elle-même dans une autre bulle, qui est la bulle financière des gaz de schiste, qui, elle, est en train d'éclater. La bulle des gaz de schiste est en train d'éclater. L'industrie des gaz de schiste, dans les 3 dernières années, sa dette a doublé. Les investissements ont chuté de moitié. Et la bulle des gaz de schiste est en train d'éclater. Et la raison pour ça, c'est que à cause de cette technologie-là, il y a eu une explosion. En fait, l'explosion est peut-être un double sens, là, mais il y a eu une croissance incroyable de la production intérieure en Amérique du Nord de gaz naturel. Or, les infrastructures pour l'exporter, elles, n'ont pas suivi. Donc, le marché nord-américain de gaz naturel, il est saturé. Ce qui fait qu'en 2008, le gaz naturel qui se transigeait autour de 13 $ le million de BTU, okay, c'est une unité de mesure, aujourd'hui se transige autour de 3 $. 13, 3. Puis j'ai regardé cette semaine, puis il est en bas de 3. Tu sais, quand tu es rendu à 2,99 $. Donc, le gaz ne vaut plus rien, okay? Ni plus ni moins, parce qu'il est saturé. Il y a trop d'offres comparativement à la demande intérieure, ils ne sont pas capables de le sortir. Et justement, pourquoi il y a une explosion de ces projets-là, c'est parce qu'ils veulent sortir ce gaz-là afin de ventiler finalement le marché. Hein? Parce que là, il est saturé, et comme le gaz, l'offre est emprisonnée dans la demande intérieure, puis là, ils veulent le sortir pour ventiler le marché de sorte à ce que les prix remontent. Puis c'est important pour eux que les prix remontent parce qu'en ce moment, le coût d'extraction du gaz de schiste est plus élevé que le prix auquel ils le vendent. Le prix d'extraction du gaz de schiste, c'est autour de 8 $ le million de BTU. On le vend à 3 $. Donc, c'est plus rentable pour eux. Fait que là, c'est vraiment urgent pour eux de ventiler le marché là, pour le sortir, de sorte à baisser l'offre intérieure en allant chercher la demande extérieure pour que les prix se remontent pour ensuite repartir la machine des gaz de schiste, qui aujourd'hui est en train de s'effondrer, mourir de lui-même parce qu'elle n'est plus rentable. Et c'est là qu'on voit des investisseurs qui voient une opportunité d'affaires proposer des projets un peu partout au pays.
Et la plupart d'entre eux sont dans l'Ouest canadien pour 2 raisons. Parce que l'exploitation des gaz de schiste au pays se fait dans l'Ouest canadien. L'Alberta, la Colombie-Britannique sont les plus gros producteurs de gaz naturel à cause des gaz de schiste. Et parce que le seul marché intéressant à l'international, c'est l'Asie. Et d'ailleurs, il y a un économiste de l'Université d'Ottawa, Jean-Thomas Bernard, qui avait sorti publiquement à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Benoît Robin, mais il était sorti publiquement en disant écoutez, ce projet-là d'énergie stagnée, là, c'est pas viable, c'est vraiment une aberration même économique. Ça ne tient pas du tout la route, non seulement du point de vue économique. Et la raison est que le seul marché viable dans le monde pour le gaz naturel, c'est l'Asie, particulièrement le Japon. Et s'il y a des projets d'exportation qui sont susceptibles d'avoir les investissements nécessaires, c'est pas ici sur la côte ouest qu'ils vont les avoir, c'est l'autre côté du continent. Donc, en tout cas, c'est un peu une lubie de penser que, en tout cas, que c'est une bonne idée ici d'en faire un. Et Jean Tremblay, j'avais adoré la réponse de Jean Tremblay, là, qui est le maire ici, qui avait répondu écoutez, ce professeur-là de l'Université d'Ottawa, c'est un milliardaire, lui? C'est un milliardaire parce que moi, si c'est pas un milliardaire, il sait pas comment faire de l'argent. Moi, je fais confiance à des gens qui ont de l'argent parce que les autres savent comment faire de l'argent. C'était ça son critère. Il dit si t'es pas milliardaire, t'as pas la crédibilité suffisante pour critiquer un projet contre des milliardaires qui le proposent. Il disait, ils sont pas devenus milliardaires pour rien, ils doivent savoir ce qu'ils font. Fait que c'est un peu la logique qui avait sorti de ça. C'était cocasse. Fait que c'est ça, donc. Si la... Il connaît le populisme, mais ce qui est ce projet-là, beaucoup, c'est l'acceptabilité sociale que justement un gars comme Jean Tremblay qui est capable d'aller pomper. Donc, ce qu'on n'aura pas ailleurs, mettons, au Nouveau-Brunswick, ce qu'on n'aura pas à Alaska, ou aux endroits où il est pas. Et on sait que l'administration Tremblay pousse beaucoup pour ce projet-là. Hein? J'imagine. Oui, mais il a même dit, Jean Tremblay, parce que là, il quitte la politique en 2017, là, il a même dit qu'un de ses souhaits, c'est de faire un dernier gros projet avant son départ de la politique, puis il citait GNL Québec. Ce serait comme son objectif avant. Oui, je pense que là, tu as parlé de la réaction de Jean Tremblay, mais c'est quoi la réaction des autres acteurs, mettons? Bon. Régional? Oui, j'en parlais. Ça, super. Oui, ça varie d'un acteur à l'autre. Je pense que en ce moment, il y a beaucoup de monde qui regarde ce projet-là et qui n'y croient pas. Moi, j'ai parlé à des politiciens au niveau fédéral, provincial, puis quand, en confidence, là, ils vont me dire écoute, t'en fais pas trop, là, il y a des bonnes chances que ça meure de lui-même, ce projet-là. Les gens n'y croient pas. Même son de cloche chez plusieurs groupes environnementaux, parce que je les ai sollicités, là, pour réalisation, on était un des premiers à sonner l'alerte sur ce projet-là. Puis eux autres même disent, regardez, on attend de voir parce qu'on n'y croit pas. On a l'impression que on n'a même pas besoin d'intervenir, ça va mourir de lui-même tellement c'est une aberration même du point de vue économique. Donc il y a cette espèce de réaction-là qui malheureusement installe une forme de silence. Là. Il y a un silence qui entoure ce projet-là. Puis évidemment, GNL Québec en profite de ce silence-là. Parce que, oui, effectivement, le projet a des bonnes chances de jamais se matérialiser. Mais malheureusement, ce ne serait pas la première fois qu'un projet qui n'a pas de sens se concrétise. Là. Un projet comme la centrale de Bécancour, par exemple, en Gaspésie, on prend en nommer plein des projets qui t'ont regardé les chiffres et voyons donc, finalement c'est devenu des éléphants blancs. Le projet de Canaport, tantôt j'en parlais, il faut comprendre, c'est de la spéculation en ce moment. Tout ça, là, c'est de la spéculation financière. On spécule sur le fait que les prix du gaz vont augmenter, puis on spécule sur la géopolitique qui va rendre le gaz rentable, etc. On spécule là, sur notre région en ce moment. C'est pas du développement régional, là.
c'est de la spéculation internationale. Mais à notre endroit, on spécule avec nos vies, là, carrément.